Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèles à Late et Smart durant une heure avec mes deux invités. On va tenter d'analyser l'actualité économique du moment, de mieux la comprendre. L'actualité économique, actualité pas mal internationale. Ce soir, on va parler des États-Unis. Notre premier gros sujet, ce sera autour de Joe Biden. On fête cette semaine, alors c'est probablement demain ou après-demain, selon si on compte le 20 janvier ou pas. Les 100 jours, un cap forcément symbolique. Alors, il y a une certaine Biden mania, plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, où le pays reste très clivé. Bref, en France, on dit beaucoup que voilà, c'est le nouveau Roosevelt, un sans faute, etc. Un démarrage de présidence hyperactif, que du positif. Alors on va probablement essayer de se resserrer, en tout cas concentrer sur l'économie. Biden 100 jours, un sans faute, point d'interrogation. Ce sera donc notre premier débat. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à l'épargne des Français. Ce matin, l'INSEE a publié son enquête mensuel de conjoncture avec le moral des ménages qui est stable, aucun drame en vue de ce point de vue-là. En revanche, il y a toujours des questions sur les perspectives d'épargne, les perspectives de consommation. Ça repose la question de l'utilisation de la fameuse surépargne accumulée par les Français depuis un an, un petit peu plus d'un an maintenant. Faut-il arrêter d'épargner? Parce qu'on nous dit, voilà, il va falloir le dépenser, cet argent, est-ce qu'il faut vraiment le dépenser? Parce que finalement, l'épargne, c'est pas forcément si mal à certains égards d'un point de vue économique. Mes invités sont très intéressés d'un point de vue évidemment sur le sujet compte tenu de leur métier. Évidemment, on parlera aussi, et ça ce sera dans quelques secondes, du Brexit. Voilà, vous le voyez, un sommaire riche que nous allons donc déployer, développer en compagnie d'Isabelle Jobbesi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Stéphane Van Nuffel, bonsoir. Guillaume, bonsoir. Entrepreneur dans la FinTech, cofondateur de netinvestissement.fr. Merci et bienvenue. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Je le disais, l'apéritif, tout de suite, on parle du Brexit. Pourquoi diable reparler du Brexit ce soir? Vous l'avez peut-être vu si vous suivez l'actualité, mais il faut être assez pointu, l'actualité bruxelloise. Le Parlement européen a voté, c'était hier soir, un peu tard, on a les résultats, que ce matin a voté, la dépêche AFP a voté pour approuver l'accord commercial conclu par l'Union européenne avec donc le Royaume-Uni, mettant un point final au chapitre du Brexit. Selon le résultat d'un vote officiellement annoncé ce matin, vote très très largement, plus de 80% de pour, très peu de non, quelques abstentions. Globalement, une ratification par le Parlement européen à Bruxelles, donc de cet accord commercial. Alors j'ai appelé ça en un ton fini avec le Brexit, Isabelle. Est-ce qu'on n'en parlera plus jamais du Brexit? C'est juste une signature de plus. Cette fois-ci, c'est complètement sec. On peut archiver le deal au fond d'un placard, au fond d'une armoire. Écoutez, moi je dirais plutôt que c'est la fin d'une histoire, mais aussi le commencement d'une autre. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec le Brexit. Il va falloir continuer à construire ce nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Il va falloir mettre en place, de délivrer, de mise en œuvre de cet accord commercial. Et on voit bien qu'on a déjà quelques zones de friction. On a des zones de friction, notamment sur le protocole irlandais. Vous savez que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique, reste dans l'union douanière, ce qui veut dire que les exportations britanniques tout en étant sorties de l'Union européenne, puisque ça appartient au Royaume-Uni, doivent être contrôlées. Les exportations britanniques doivent être contrôlées à la frontière qui se situe en mer du Nord. On a déjà eu, semble-t-il, c'est ce que disent les Européens, une violation de ce protocole avec des retards ou des reports sur les contrôles. Et tout ça sur fond de montée de violence en Irlande du Nord. On a le dossier épineux de la pêche, qui est loin d'être terminé, puisque vous savez, donc il y a la possibilité d'accès aux eaux territoriales britanniques pour une partie, mais moyennant des licences que peine à délivrer le gouvernement britannique. Alors ça, pour le coup, c'était dans l'accord. Oui, mais c'est dans l'accord, mais on voit bien qu'on a déjà l'application et la mise en œuvre est quand même compliquée, donc on voit bien qu'on a des zones de friction. Tout n'est pas résolu sur le front des services, et notamment des services financiers. Et puis surtout, je crois qu'il va falloir voir comment ça vit, cet accord, et qu'on aura probablement des risques de contentieux assez importants, puisqu'il faut savoir que le Royaume-Uni s'est engagé à respecter des règles du jeu équitables. C'est ce qu'on appelle le level playing field. Autrement dit, il ne devrait pas trop diverger des réglementations européennes. Sauf que
Ça relèvera de l'interprétation. Voilà, ce sont des Anglais. Non, puis surtout, ça relèvera de l'interprétation. Voilà, C'est-à-dire que ne pas trop diverger, ça veut dire quoi, par définition ? Et tout ceci fait que la relation risque d'être un petit peu tumultueuse et propice à de nombreux contentieux. Bon, donc on va en reparler. Première réponse, mesdames et messieurs. Non, on n'en a pas fini avec le Brexit. Vous êtes d'accord sur ce point, Stéphane ? Oui, alors je ne l'exprimerai pas forcément comme ça, mais oui, en fait, depuis le début de cette histoire, il y avait 3 phases. Il y a eu une phase que moi, je ne comprenais pas, qui était la phase politique, ce référendum, etc., mal compris, bon, ok, qui a duré quand même déjà un certain temps. Ensuite, on est rentré dans la phase institutionnelle, politique, qui vient de sortir finalement. Et puis là, on est tout content, ça y est, le Brexit est réglé avec un accord commercial qui va laisser quand même la possibilité. Mais qui ne règle pas, comme disait Isabelle, tous les problèmes, notamment, y compris tout ce qui n'était pas dans l'accord commercial, et notamment les services financiers. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire, en gros, il manque encore des zones d'ombre. Non, en fait, ce dernier accord commercial, c'est ce que les Anglais, finalement, ont réussi, avec une certaine partie des Européens, à créer ce lien pour pas que ça brise pour de bon et qu'on se regarde qu'on envoie, finalement, de lettres recommandées. J'exagère, c'est pas comme ça. Bon, ok. Maintenant, il y a les 2-3 zones d'ombre qui sont la pêche, vous en avez parlé, le dumping fiscal de l'Irlande qui reste dans l'Europe pour une raison très simple. Elle a un avantage fondamental à le faire. Et puis il y a cette histoire de services financiers que Londres ne veut pas abandonner. Et c'est donc pour moi pas du tout la fin de l'épisode Brexit. Là, ça va être le début de l'épisode de la guerre commerciale que ce Brexit, que je crains et que je déplore depuis le début, va pas forcément créer dans le sens guerre commerciale sino-américaine. Non. Là, on va commencer. Là, on a fait du juridique. Ce sont des diplomates, qui sont derrière chacun de ces actes. Là, maintenant, ça va être les financiers, les banquiers, etc., sur des sujets où c'est l'argent. La pêche, c'est l'argent. L'Irlande, c'est l'argent. C'est toujours bon. Et là, ça va se compliquer, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus une question d'indépendance intellectuelle et j'ai envie de dire patriotique comme M. Boris Johnson l'a vendu. L'inquiétude que moi j'ai toujours eue et que je continue à avoir, c'est que l'équipe en place, quel que soit le parti, l'équipe politique en place anglaise, je la trouve pas avoir le niveau des équipes politiques en place quand l'Angleterre en avait besoin à des moments où l'Angleterre s'est faillitée avec, pardonnez-moi le terme, s'est battue avec l'Europe à une époque. Voilà. Là, en ce moment, j'ai pas l'impression, en tout cas, ils sont pas super rassurants. Donc, on les sent pas hyper solides et je sais pas trop. Ouais, alors, ils n'ont pas été mauvais sur tout, ils ont même été assez bons en termes de vaccination. Oui, mais regardez, ça pose un problème sur la vaccination. En l'occurrence, le nationalisme britannique en termes de vaccination est dénoncé par l'Europe. Donc vous voyez qu'on a pas mal de sujets de friction. Oui, parce que l'Europe a envie de à venir. L'Europe dénonce moins le nationalisme américain en matière de vaccination, qui n'a pas non plus exporté grand-chose en termes de un symbole. Regardez ce papier, on l'a appris ce matin. Royaume-Uni, feu vert du gouvernement à la présence de voitures autonomes sur les routes. Alors ça n'a rien à voir avec le Brexit. En même temps, c'est le symbole d'une volonté quand même britannique d'être dans la course. De montrer que voilà, ils sont dans la course à l'innovation. Ils ont été très agressifs en termes d'objectifs climatiques, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient avant quand ils étaient au sein de l'Union européenne. Il y a une volonté de se démarquer, de faire des trucs que les autres n'osent pas, etc. Est-ce que ça, encore une fois, c'est pas d'un point de vue institutionnel, il n'y a pas de lien direct entre ça et le Brexit, mais ça montre quand même une espèce de volonté des Anglais et du gouvernement de l'ami de Stéphane, Boris Johnson, d'être à la pointe de plein de trucs et de montrer que voilà, on est plus libre, on est plus innovant. Non, mais le slogan du Brexit, c'était Take Back Control. Donc c'était bien cette idée, en plus de dénoncer la bureaucratie européenne. Et là, ils montrent bien qu'ils peuvent avancer plus rapidement sur un certain nombre de dossiers, puisqu'ils ont la main. Quand ça les arrange, bien évidemment, de montrer qu'ils sont effectivement dans la course technologique. Après, il ne faut pas non plus gonfler la nouvelle, parce que d'après ce que je comprends, ça va être autorisé sur quelques autoroutes où les trajectoires, elles sont en ligne droite. Oui, il faut bien commencer en même temps. Mais j'ai un petit doute que la France soit en pointe là-dessus. Non, mais c'est le signal. Je pense qu'effectivement, c'est un signal avant tout politique de se dire qu'ils sont dans la course technologique. Ils savent trouver leur symbole, quoi. Et qu'ils peuvent s'émanciper de la politique européenne. C'est des petites pastilles qu'on balance comme ça. On veut donner l'impression que comme va commencer... je tombe dans le panneau, moi. Va commencer une certaine confrontation commerciale. On vous montre un peu aussi 2-3 trucs tout de suite. Montre les muscles. On sait faire. Mais sur les vaccins anglais, alors moi, ça m'agace un peu. Les États-Unis, c'est un autre sujet. Les Anglais, ils ont laissé partir le Covid beaucoup plus vite que nous. N'oubliez pas que le volume exactement. Parce qu'en fait, ils ont fait un choix de moyens, c'est un choix de budget. Ils ont moins mis des budgets dans les urgences, dans les services de réanimation, etc. Ce qui a fait qu'ils ont eu une augmentation plus forte du nombre de malades graves et de décès au départ. On ne peut pas les soupçonner, parce qu'ils ont eu sans doute raison, parce qu'en fait, ils ont tout de suite maintenu des budgets pour commander très vite,
et faire une espèce de dumping, de lobbying, plus un dumping sur mainmise sur. Oui, ils ont été très réactifs en amont. Bah ouais, sur les Subvention vaccins. plus que dumping. Ouais. Mais ouais, enfin ça va avec un peu parce que on ne sait pas le prix où ils l'ont payé, que nous on n'est pas prêt à payer. J'en sais rien, mais voilà. Il faut pas oublier que moi j'ai une admiration folle pour ce peuple parce qu'en fait les Anglais ont cette capacité de s'adapter à toute situation et à toujours nous donner l'impression ils sont gagnants. Voilà. Puis un pragmatisme à toute épreuve. Donc, Non, mais il y a peut-être des émissions de télé en Grande-Bretagne qui disent que les Français font très pas. Moi, il se trouve que voilà, j'ai On va essayé essayer de trouver. Et puis voilà, comme il y avait le vote au Parlement, c'était l'occasion de faire un petit point. Non, on n'en a pas fini avec le Brexit. J'ai 2-3 copains dans la banque ou dans la finance à Londres en ce moment. Ils commencent à regarder très clairement les appartements, soit à Paris, soit à Bruxelles. Pas fini de l'exode. Pas fini. Oui. À Luxembourg. Ils sont beaucoup plus riches que nous. Enfin, en tout cas, dans ce business-là, ils peuvent se payer des appartements. Et puis parce qu'en fait, ils sentent que ça va devenir un peu plus compliqué. Tu vois, Je crois qu'il y avait eu une position attentiste et que l'exode financier n'en a pas finir. Oui, on avait parlé de centaines de milliers d'emplois. Non, on est loin de là. Mais en tout cas, maintenant, ils vont connaître un petit peu plus. Effectivement, les choses vont peut-être se tendre. Et de facto, on va peut-être avoir davantage de délocalisation. Ce qui va sauver l'Angleterre, c'est qu'ils vont peut-être un peu déréguler la conformité et les contrôles sur les sociétés de gestion pour les garder en Angleterre, alors que nous, on se prend des batteries de trucs tous les jours. Oui, sur l'inflation en général, sur les banques, la etc. CPR, évidemment. de la totale. Donc, Ça, ils l'ont dit, qu'ils allaient déréguler. C'est peut-être ce truc qui va faire le frein. Mais... Là-dessus, ils l'ont dit. Allez, on n'en a pas fini avec le Brexit. En revanche, ce soir, on en a fini. On passe à notre deuxième sujet. On parle de Joe Biden. On traverse l'Atlantique. Joe Biden, 100 jours, un sans faute, plein d'interrogations. C'est la question posée pour ce premier vrai débat dans l'émission. Regardez, voilà, les 100 jours, c'est soit demain, soit vendredi, selon qu'on intègre la journée du 20 janvier. Le 20 janvier dernier, c'était l'investiture de Joe Biden. Alors si on considère que c'était le premier jour, c'est donc demain, les 100 jours, sinon c'est vendredi. Bref, c'est la semaine des 100 jours. Et pour les médias, c'est les 100 jours. Le Figaro, Joe Biden, 100 jours de présidence hyperactive. Quotidien qui nous dit des mesures de relance plus radicales que ne s'y attendait le pays. Les Échos, en 100 jours, Joe Biden a posé les bases de la transformation de son pays. Et ils nous disent que pour réellement transformer son pays, il doit faire passer maintenant l'idée des hausses d'impôts et d'un rôle accru de l'État. Évidemment, on va parler de tout ça. Joe Biden lui-même, il a dit avec nos 100 jours, là, America is getting back on track, de retour sur les rails, sur les bons rails, on dirait en français. Il en a profité, voilà, quelques annonces. Ce soir, aux États-Unis, il y a son premier discours au Congrès, c'est-à-dire devant les deux chambres rassemblées. Hier, il en a profité pour enlever le masque, au sens propre comme au sens figuré. Sur la photo, il a enlevé le masque parce que, précisément, il a confirmé ce qu'a dit le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vacciné, si vous n'êtes pas dans une foule, vous avez le droit, donc, depuis aujourd'hui, d'enlever le masque. Et donc, il l'a fait tout de suite. Et il a mis les Ray-Ban, Joe Biden, comme vous pouvez voir sur cette photo. Et je le disais, dans son discours de ce soir, il annonce un nouveau plan, 1800 milliards. Cette fois-ci, c'est le Family's Plan. Après le Rescue Plan et le Jobs Plan, cette fois-ci, c'est le Family's Plan, avec notamment, dans ces 1800 milliards, encore tout ça, il va falloir que ce soit voté, notamment la gratuité, j'ai lu, du preschool, c'est-à-dire de la maternelle, ce qui nous étonne un peu, mais la maternelle n'est pas gratuite aux États-Unis pour beaucoup dans la plupart des cas. Alors c'est vrai que depuis, on entend beaucoup, le sans faute, voilà, présidence hyperactive, il a posé les bases de la transformation. À une époque, en France, on aurait dit que les États-Unis sont passés de l'obscurité à la lumière. Alors, il y a évidemment un petit peu d'exagération, mais quand même, en tout cas, il a surpris celui qui était brocardé Sleepy Joe par Donald Trump. Il a surpris, malgré son âge, ses 78 ans, par objectivement, une présidence hyperactive. Là, pour le coup, je pense que l'adjectif du Figaro est assez réel. Est-ce qu'on peut, voilà, rapidement, premier tour de table, sans faute, point d'interrogation, en tout cas sur l'économie. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des questions d'immigration, etc. Sur l'économie, Isabelle. J'allais rappeler effectivement que Trump l'appelait Sleepy Joe, et donc Joe, il est beaucoup plus éveillé que cela. Et effectivement, je crois qu'il a vraiment surpris par la rapidité et la radicalité de ses actions. Notamment sur le plan économique, avec, vous l'avez rappelé, ces 3 plans qui, alors, est-ce que c'est réparer ou transformer ? Enfin, je pense que c'est aussi pour réparer l'Amérique. Le premier plan de relance, donc, qui est acté aujourd'hui, donc les 1900 milliards, c'est vraiment un plan
de relance. On va aller vite, très vite. On va mettre en surchauffe, en surtension l'économie américaine. On rappelle, il y avait notamment le chèque de 1 400 $. Voilà, avec des aides directes aux ménages, en envoyant des chèques directement aux ménages américains. L'objectif, c'est de retrouver le niveau d'activité d'avant-crise très rapidement, de créer aussi suffisamment d'emplois. Et donc, voilà, cette mise un peu sous tension de l'économie américaine. Et ça, c'est financé par de la dette. Après, on a ce plan d'infrastructure, 2200. Le Jobs Plan. Voilà, le Jobs Plan. Les infrastructures, mais en fait, à la base, il est mis sur les emplois. Hein. À la base, c'est vraiment plutôt cette idée. Là, ça se rapproche peut-être un petit peu plus du plan européen de transformation et de modernisation de l'économie, avec des petites choses, notamment sur la transition écologique et la transition numérique. En fait, l'accent est mis sur les infrastructures, mais aussi les infrastructures numériques. Et puis, ce troisième plan qui arrive, qui va être notamment annoncé, qui est centré sur les familles. Et je crois que là, vraiment, l'idée, c'est de remettre au cœur du projet de Joe Biden les classes moyennes. C'est de remettre au cœur les classes moyennes, de lutter contre les inégalités qui sont quand même un fléau aux États-Unis. Classe moyenne et classe ouvrière, parce qu'ils appellent ça working class. Classe moyenne, il y a à la fois, basse, ils aiment bien. Oui, parce qu'en fait, la classe moyenne haute, il la situe, je crois, à 300 000 $ par an. Donc, on est vraiment déjà sur des niveaux de revenus très confortables. Mais à tout le moins, c'est vraiment les classes moyennes. Donc, avec cette idée, probablement, on aura des choses sur l'éducation, sur la formation. C'est vraiment de réactiver un peu cet ascenseur social aux États-Unis qui ne fonctionne plus depuis un certain nombre d'années, de réactiver aussi, de ranimer le rêve américain. Et on sait qu'en fait, c'est vraiment tirer des leçons, à mon avis, de l'administration Trump, qui, avec toutes ces classes moyennes ou populaires, qui se sentaient délaissées par rapport aux grandes transformations du monde, que ce soit la mondialisation, la révolution technologique. Et donc, je crois que c'est vraiment le projet qui a pour vocation de réconcilier ces deux Amériques, aujourd'hui polarisées, très divisées. Donc c'est vraiment, ils veulent réunir autour de ce projet sociétal. Oui, et puis le rescue plan, c'était de la dette, et puis les deux suivants, ils sont censés être financés. Voilà, c'est les impôts. Alors ça, c'est là où ça va peut-être un peu... on va y revenir un premier jugement, Stéphane, sur voilà, ces 100 jours de M. Biden. D'abord, alors, moi j'ai une analyse un peu politique. J'essaie de prendre toujours un petit peu de recul sur les Américains, parce qu'en fait, moi je pense que, et on en avait parlé sur ce plateau, il y a 3 points à voir. Des fois, on revient sur les sujets. Non, justement. C'est important, parce qu'on parlait justement de comment allait réagir l'économie américaine après le deuxième plan, avant même le troisième, parce que là, on est à 5 800 milliards de dollars. Donc, évidemment, c'est super Joe, là. Il envoie des montants que jamais aucun prédécesseur n'a pu le faire. Sinon, si on le rapproche à dollar constant, à Roosevelt. Bon, ok, bon, d'accord. Bon. Première chose pour moi, il a une très bonne équipe déjà, parce qu'il est dynamique, mais il a une très bonne équipe. Et ils ont dû tous... Là, je parle des conseillers politiques, dire attention, parce qu'il y a 2-3 trucs que Donald n'avait pas forcément foiré, mais les résultats sont en train d'arriver. Donc, dépêche-toi d'être actif, de te montrer, parce que dans les 100 jours, il y a peut-être 15-20% des bonnes actions qui vont te revenir à toi, mais qui étaient déjà de l'administration précédente. Bon, je pense au vaccin, parce que objectivement, c'est pas en 100 jours que la machine américaine a pu se mettre en efficacité telle au niveau des vaccins. Là, sur les vaccins, il s'est mis dans le wagon et il en a bien profité. Tant mieux pour lui et surtout tant mieux pour les Américains. Je suis pas sûr que ce soit Donald Trump qui soit responsable de tout ça. Il avait fait un choix inverse de laisser tourner le truc. Bon, sauf que faut pas se leurrer, il y a un système américain qui ne dépend pas que des présidents. Et là-dessus, je vous dis, moi, je suis quasi sûr que politiquement, il a voulu prendre tout de suite un angle pour ne pas faire une cassure trop importante. Donald Trump était quand même très dynamique et très visible. Donc, il faut que le nouveau président, même s'il est de nature plus calme, sans doute plus posé, peut-être un peu plus sympathique, mais il faut quand même qu'il reste hyper dynamique, parce qu'il faut tout de suite qu'il reprenne la main, parce que les Américains, je pense qu'ils attendent que ça. Parce qu'ils avaient le seul défaut la seule qualité parmi tous les défauts de Donald Trump, c'est qu'il avait vraiment, quand vous discutiez avec des Américains ou vous lisiez la presse américaine, il était partout, il était dynamique. Bon, il peut brasser du vent. Bon, ça c'est le premier point. Joe Biden, je l'ai dit ici, je le redis, et je pense qu'Isabelle le pense aussi. Le plan de relance, le premier, donc l'hélicoptère monnaie, le chèque qu'on donne. Bon, ça c'était la première étape, c'était pour la consommation, parce que les Américains sont hyper keynésiens en vrai, contrairement à ce qu'on pense. Je pense que c'est un pays hyper libéral. Ils sont hyper keynésiens, c'est la consommation qui fait tourner le pays. C'est 70% du PIB. Donc ils dépensent dans des biens matériels, il y a un peu de taxes, un peu d'impôts, ça rapporte à l'État, et surtout ça fait des jobs aux États-Unis, donc quelque part ça fonctionne. Bon, le deuxième plan, et je l'avais dit, et on est 2-3 à être d'accord sur le sujet, c'est très simplifié avec notre vision de français.
Il y a l'inflation aussi qui repart un peu aux États-Unis. Non, enfin, en tout cas, il commence à avoir ça. L'idée, c'est moi, je le soupçonne de vouloir mettre un peu en surchauffe l'économie américaine, très clairement. Tension, surchauffe. Donc, en utilisant un peu les taux aussi, parce que ça va donc accélérer inflation. Donc, inflation, hausse mécanique, mathématique des salaires. Et donc, automatiquement, peut-être deuxième couche, sur les consommateurs. Voilà, ça fera une deuxième couche. Les Américains vont avoir la sensation d'avoir été augmentés. C'est latent, en fait. Bon, mais avec le petit chèque. C'est parallèle à l'inflation, c'est une perception, mais c'est politique, comme vous le dites. Le petit chèque d'avant, un peu plus d'inflation, machin. Au final, s'ils achètent des produits chinois, des produits chinois et qu'il n'y a pas un changement de change, toutes choses égales par ailleurs, ils vont avoir l'impression que l'arrivée de Biden, ça les a un peu enrichis. Bon, voilà. Le troisième plan qui arrive, et c'est celui qui inquiète les marchés. Et là, je parle pour ma crèmerie, parce qu'on surveille. On ne sait pas comment lire le plan, la partie impôt et fiscale de Biden. Parce que entre la surchauffe de l'économie, où clairement il choisit les salariés américains, donc il choisit la classe moyenne, même la classe moyenne basse, bien sûr. il va y avoir un problème avec la classe supérieure, et je ne parle pas que du décile des Américains les plus riches, des grands épargnants. Parce que quand vous relancez l'inflation, c'est l'épargnant qui paye à un moment donné. Bon. Et en plus, si vous lui mettez une couche d'impôt, aussi légitime qu'il soit, de remplir ses plans, etc., je sais que les grands analystes de marché s'inquiètent énormément de cette situation. Alors avant de parler des impôts, regardez ça. C'est un graphe qui a été fait par un graphe JP Morgan. Biden, c'est le strongest post-election equity returns depuis 15 ans. C'est-à-dire que les 100 jours de Biden en bourse, on n'a jamais fait mieux. Depuis Kennedy, regardez, donc Biden c'est à droite, le bleu, c'est les démocrates, le rouge, c'est les républicains, ça étonne personne. Alors, la question sous-entendue, vous dites... Je vous laisse dire, vous dites les marchés sont inquiets. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la choucroute? Non. Là, pour ça, c'est qu'en fait, il y a 5 800 milliards qui sont sur la table. Donc, les marchés... Donc, pour l'instant, je peux dire que l'inquiétude, elle n'est pas ultra visible à court terme. C'est ce que je... Très honnête. On est d'accord. Attention, les marchés ont de l'avance. Les marchés n'ont pas commencé à monter, ils ont commencé à monter, à se consolider bien avant l'annonce du premier plan de Biden. Oui, ils ont continué depuis le 20 janvier, c'est ça que montre ce graphe. Ils pariaient en Europe sur un plan un peu sérieux, qui est à peu près approximativement à ce que nous attendions, nous, analystes, sur l'Europe, les réactions de l'Europe. Sur les États-Unis, tout le monde pariait sur un plan à 2000 milliards, ce qui était déjà très confortable. Donc tout ce qui est equity, tout ce qui est action était très bien positionné. Bon, il fait x3. Alors là, c'est la fête. Donc là, même le CAC 40 s'enflamme à cause de ça. Bon. En même temps, parfois, on dit, voilà, les impôts. Revenons sur les impôts. Non, moi, je voulais revenir sur deux choses pour réagir à ce qui a été dit. Sur les tensions salariales, moi, je suis plus prudente. Sur cette idée qu'en mettant en surchauffe l'économie américaine, on allait délivrer des hausses de salaire. Il faut se rappeler qu'au moment de Trump, on était quand même à un niveau de chômage qui était historiquement bas, à 3,5%, qu'on était en haut de cycle, on était encore avec une croissance, en plus on avait eu les baisses d'impôts qui avaient généré... Avant la pandémie, début 2020. Voilà, avant la pandémie. Pour autant, on n'avait pas du tout vu... on avait vu un peu d'accélération des salaires, mais pas tant que ça. Donc ça va. Et ensuite, se pose la question, est-ce que ces différents plans de relance et le fait, post-pandémie, on parle beaucoup d'accélération du digital, etc. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'on va avoir, à l'instar de ce qu'on a connu ces dernières années, plutôt une reprise sans emploi? Et que les emplois qu'on a perdus, on en a perdu 20 millions au moment de la crise. Au moment de la crise de la Covid aux États-Unis, en mars-avril, on en a récupéré plus de la moitié et on voit qu'on a du mal maintenant à alimenter la machine à emploi. Donc c'est quand même une question à voir si finalement, même si en mettant en surtension l'économie américaine, est-ce que ça va déboucher sur des hausses de salaire et une inflation un petit peu auto-entretenue. Et puis sur les affaires fiscales et notamment sur la partie taxation des gains en capital. Oui. Alors, il n'y a pas que ça. Je vais rappeler quand même trois chiffres, parce qu'on a parlé de Sleepy Joe, mais il y a Joe la dépense. Vous avez parlé de Joe la dépense, puis il y a Joe les impôts maintenant. Effectivement, parce qu'effectivement, ces plans, ils les financent comment? Augmentation de l'impôt sur les sociétés de 21 à 28 points. L'impôt fédéral, attention, il faut rajouter l'impôt. Il faut rajouter les impôts dans chaque État. L'impôt sur le revenu des plus de $400 000, donc des foyers gagnant plus de $400 000. La hausse de l'impôt sur les gains en capital au-delà de 30%, c'est-à-dire plus que chez nous. C'est le même, je crois que c'est le taux marginal de la dernière tranche de revenus. Voilà. Alors, est-ce que tout ça est légitime, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit côté apprenti sorcier aussi quand même, d'un point de vue de l'économie, sur l'impact de tout ça à moyen terme, encore une fois,
Pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, moi, me semble-t-il, il délivre un peu sa promesse. Sa promesse, c'est les classes moyennes populaires. Il a dit qu'au-delà de 300 000 $, enfin, en dessous de 300 000 $ par an, qui est quand même déjà des niveaux de revenus relativement confortables, il n'y aurait pas de hausse de la taxation. Donc, il s'attaque à des revenus vraiment des plus fortunés, et notamment au gain en capital. Et là, de ce point de vue-là... Le gain en capital, c'est au-dessus d'1 million de $. Hein, voilà, c'est au-dessus d'1 million de $. Et il faut quand même voir ce qui s'est passé pendant la crise. Hein. Moi, je reste, même si les marchés sont en avance de phase, etc., quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y avait quand même une forme de déconnexion entre l'euphorie sur les marchés financiers et puis on nous parlait qu'on était en train de vivre la pire récession historique que l'on avait connue. Donc il y avait une forme de déconnexion. Et tout ceci tient aux politiques très accommodantes et ces injections massives de liquidités, cette épargne surabondante qui vient aussi se déverser sur les marchés, qui pousse vers le haut des prix d'actifs. Alors même que les taux restent bas. Donc, quelque part, le petit épargnant, lui, il est plutôt pénalisé parce que s'il va mettre sur un compte bancaire ou dans des supports plutôt liquides, peu rémunérateurs, il touche le taux sans risque qui vaut plus rien, même aux États-Unis, qui est encore très bas. Et en revanche, toutes les classes d'actifs un peu risquées, et notamment les bourses, qui délivrent des rendements qui sont très, très confortables. Donc, l'idée de se dire que c'est ce surplus un peu artificiel des prix d'actifs liés simplement aux politiques monétaires, qu'on reprenne une partie au travers des taxations du capital, ça me semble pas totalement injuste. Juste un chiffre, encore une fois là-dessus. Google a annoncé hier soir ses résultats trimestriels. À nouveau des records, évidemment, totalement incroyables. Et puis ils en ont profité, mais ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Ils ont annoncé 50 milliards de $, de rachat d'actions. Donc ça, c'est de l'argent dont on ne sait pas quoi faire. Donc plutôt que le laisser dormir sur un compte, on n'est pas capable de le faire fructifier parce qu'on n'a pas un conseiller, un investissement. On les attend, les fermes. On les attend, les fermes. L'investissement Google veut dire c'est... De faire, voilà, on peut faire racheter cette action. Voilà, 50 milliards de rachat d'actions parce qu'on ne sait pas quoi faire de son argent. On peut se dire que peut-être... C'est ce qui va faire monter mécaniquement le titre. Hein, donc, on peut se dire que pour le coup, il y a peut-être de la marge de l'augmentation du taux d'impôt sur les sociétés aussi. Stéphane, sur voilà, toutes ces hausses d'impôts, l'éventuel côté apprenti sorcier, là, ce que j'évoquais rapidement. Ouais, il faut faire attention parce que je ne connais pas l'historique fiscal du droit de l'impôt sur les sociétés américain. Bon, je sais juste que sous la mandature de M. Trump, l'IS a baissé. C'était 35 à 21. Bon. Donc en fait, 35 à 21, on repassait à 28. On monte à 28, on n'est pas... À un moment donné où votre gouvernement s'est endetté ou lâche 5 800 milliards pour vous sauver les fesses, y compris les fesses des grandes fortunes. Ouais, c'est le libéral qui vous dit ça. Je suis pas mal à l'aise. Parce que Trump... Non, je parlais pas moral ou éthique. Hein, c'est pas le sujet. Je parlais un peu même économiquement, il y a une aberration d'un secrétaire d'État au Trésor qui, à un moment donné, on lui dit on passe de 35 à 21. Même nous, je suis chef d'entreprise. Comment dire, la dégressivité de l'IS en France de 33 à 28, puis qui était attendu à 25. Ça nous va très bien déjà, parce que de 33 à 25, ça ne fait que 8 points. Mais ces 8 points, ils sont même peut-être pas palpables sur 10 000 euros de dividendes, on n'est pas des énormes boîtes, mais psychologiquement... On va y aller à 25 ? On verra. Parce que là, non, mais est-ce que du coup, parce qu'il y a quand même une mode de relèvement de l'impôt quand même, à partir de ce qui nous vient aux États-Unis, en France, on monte en campagne électorale. Vous avez des patrons qui ont plutôt tendance à animer des peut-être que 25, c'est pas assez, encore une fois. Vous avez des patrons sur des plateaux comme le vôtre et qui animent des blogs plutôt libéraux qui disent il faut juste être un tout petit peu français à un moment donné. Là, c'est peut-être pas le moment d'aller réclamer, de rebaisser encore l'IS à 25. On est à 28, c'est déjà bien. Laissons juste passer 2 ans. On a profité du PGE. Sachant pas plus qu'en France qu'aux États-Unis, le taux marginal, on le paye. Hein. Les boîtes, elles ont quand même le taux de l'IS marginal aux États-Unis, quand il était à 21. Le réel, il était à 9. Oui, il était plus. 9 et quelques sont les grandes entreprises, parce qu'il y a toutes les niches, etc. Non, puis ils ne sont pas fous, les Américains. Il faut bien voir qu'ils ne sont pas fous, les Américains. C'est qu'ils veulent limiter en même temps la concurrence fiscale, puisqu'ils défendent cet impôt mondial minimum à 21%. Donc on aura 21 et 28%. Donc il n'y a pas un écart. Et les ministres français et allemands, hier, ont dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils soutenaient cette... Donc ça risque de bouger. Quid de l'Europe et quid de la France ? Si ça arrivait pour la France, ce serait super bien. 28. Parfait, nous on est dans les clous. 28 et puis un impôt minimum à 21%. Quid de l'impact de tout ce qui se passe aux États-Unis chez nous encore une fois, je vais être volontairement négatif, ou en tout cas inquiet.
Soit il a tout bon, Joe Biden, et les États-Unis creusent l'écart avec l'Europe, parce que, déjà, l'écart est important, mais il accroît l'écart, ce qui n'est pas forcément positif. Soit il se plante, il relance l'inflation, on va se le prendre nous-mêmes aussi en pleine tête, l'inflation, ce qui est encore plus gênant pour nous, parce qu'on est très endetté. Et puis, il y a l'idée, voilà, la mode des impôts. Alors, nous, on part de très haut, donc effectivement, il ne faudrait pas que cette mode soit trop suivie. Quel peut être l'impact voilà, de tout ce qui se passe à Washington sur... Alors moi, je dirais déjà sur les purs plans de relance, je pense que c'est vraiment pas comparable. C'est-à-dire que nous, on a un filet de protection sociale qui est développé depuis des décennies. On en a rajouté au travers des différents plans d'urgence. Ce qui n'est pas comparable, c'est comparer les montants. Les montants. C'est-à-dire que, en fait, les États-Unis, et d'ailleurs on l'a vu également au Royaume-Uni, ils ont réinventé dans l'urgence le système de protection sociale que l'on a déjà dans les pays européens. Il y a un écart de dépenses publiques qui est de l'ordre de 20 points de PIB. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même, sur l'aspect vraiment purement relance, je pense qu'il est très difficile de comparer les montants. Et je dirais que globalement, on a joué à peu près dans la même cour. Après, pour le plan purement infrastructure, c'est un peu le plan, comme je le disais, un peu le plan européen. Donc, ça s'appelle Next Generation EU, qui est de 750 milliards d'euros. Donc oui, effectivement, un peu plus sous-dimensionné par rapport à ce que fait l'Amérique sur le plan des infrastructures, de la modernisation. Oui, il faudrait rajouter les plans de chaque pays. Et après, chacun des pays. Mais voilà, mais je veux dire, ça c'est au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de choses au niveau de chacun des pays. Et puis après, ce que vous disent les Européens, c'est qu'au-delà des 750 milliards, il y a aussi les 1100 milliards de budget européen sur 2021-2027. Donc, si bien qu'au global, ce qui pourra appeler ce plan, un plan, il est plutôt de 1800 milliards, même si je pense que ce n'est pas tout à fait équivalent. Et puis la dernière réponse, c'est sur le volet inégalité sociale, etc. On n'a pas du tout les mêmes problématiques en Europe en termes de niveau d'inégalité. Donc nous, on n'a pas besoin de réparer autant la fabrique sociale comme aux États-Unis. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on va bénéficier de tout cet argent indirectement, selon vous? C'est juste un mot, parce que ce que vient de dire Isabelle m'a fait penser, c'est très juste. Il y a réparer, ça fait 2 fois que vous utilisez le mot réparer. Je pense qu'il faut soigner les États-Unis. Et je pense qu'il y a un timing qui fait aussi que tous ces plans de relance, c'est le dernier qui est famille, cette notion de reconstruire l'Amérique, etc., pas de la même façon que Trump qui voulait faire une industrie forte, nationalisée. Bon, non. Là, il y a toutes les histoires aussi un peu sociales. Oui, c'est le moment. Je pense que cette administration démocrate va utiliser aussi tous ces moments-là pour essayer de réunir, de régler les problèmes sociaux avec le tribunal qui a condamné le meurtrier, on peut le dire, de George Floyd, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont forcément liés vraiment à une vision budgétaire. Ce n'est pas que de l'argent. Le budget doit être déplacé. Il y a une chose qui est très importante pour nous, pour répondre à votre question, Guillaume, dans moi, l'analyse que j'ai de l'Europe, c'est que moi, j'ai pu voyager aux États-Unis entre début janvier, enfin décembre et mars, avant le confinement. Bon. Après, j'ai plus pu. J'ai des copains qui étaient là-bas, puis j'ai des copains qui étaient en Angleterre, etc. On oublie, parce que là, on nous rabâche, alors, les Anglais en tête, que ça y est, ils ont le vaccin, qu'ils font mieux que nous, pas de problème. Bon. Mais il y a eu une période, je peux pas vous dire quand, mais genre avril, juillet ou avril-août aux États-Unis, c'était pas les États-Unis, c'était une catastrophe. Oui. Encore une fois, c'était aussi avec des différences géographiques très importantes. Est-ce que vous vous rendez compte non, mais il y avait des gens qui dormaient dans les rues, ils perdaient leur emploi du jour au lendemain. Enfin, nous, là, je parle franco-français, mais on peut mettre les 15-20 pays à peu près cohérents d'un point de vue social, avec une sécurité de l'emploi. Bon. En vrai, les Français ont été impactés, évidemment, par le Covid sanitaire dans leur famille pour des choses familiales, des mauvaises nouvelles. Bon, ils ont évidemment, certains ont perdu leur emploi. Beaucoup ont perdu leur entreprise. Bon, mais globalement, moi je le vois, mes salariés... Les revenus, ils ont pas... Les revenus ont en moyenne progressé. Donc, le pire qu'ils ont pu avoir, Guillaume, c'est du chômage partiel. Ouais. Bon, nous, il y a plein de boîtes comme la nôtre, elles n'ont même pas mis le chômage partiel. On a eu le PG, on ne l'a pas utilisé. C'est pour ça que les plans de relance, Isabelle a bien raison, c'est difficile de vous répondre. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes besoins de budget. Non, je ne parlais pas de comparaison, je parlais est-ce qu'on va bénéficier de cet argent? Alors, la différence fondamentale entre Trump et Biden, mais ça c'est trop tard, il l'a dit. Alors il restera quand même américain et il fera toujours de l'américanisme. Enfin, de cet argent, c'est quand même l'américain les Américains d'abord. Il fera de l'américanisme quand même. Mais et ça c'est historique. De toute façon, quand on regarde un peu la géopolitique américaine, on ne sait pas pourquoi l'administration démocrate se sent plus impliquée comme le leader du monde, dans le bon sens du terme,
que des administrations républicaines. Ouais. En vrai. Non, mais si. L'histoire, ça dépend. Non, mais ouais. Mais là, en fait, ils ont fait j'avais lu ça il y a 2 mois ou 3 mois. Ils se sont rendus compte, en fait, qu'il y a beaucoup plus de ruissellement de l'argent des Américains à l'extérieur, qu'en fait, Trump n'a pas si fermé, n'a pas si relocalisé, etc. Donc là, s'il lâche le premier plan, les $1 400, ils ont commencé à s'inquiéter, hein, parce qu'il n'y a rien qu'aller dans le commerce du coin. C'était investi en Bitcoin, j'exagère, ou dans GameStop, voilà. Netflix. Pour certains, quand même, pour bouffer. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais est-ce que toute la nourriture américaine vient des États-Unis? Est-ce que toutes les pièces détachées, des produits de consommation de base, l'électroménager, des trucs comme ça, dans lequel ce petit chèque, c'est un petit chèque, $1 ça vient pas des États-Unis, pas plus que chez nous, ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, il a pris conscience, en fait. Ouais. Et en fait, il se rend compte qu'à un moment donné, il doit reprendre. Les États-Unis doivent de toute façon là reprendre un espèce de leadership, a fortiori en ayant réussi leur truc de vaccin. Parce que la Chine, pour l'instant, on les entend plus trop avec cette histoire. Mais on va le voir dans le déficit américain. Le déficit du commerce extérieur américain va se creuser. Va se creuser, c'est certain. Une propension à importer, notamment pour les biens de consommation, qui est importante. Autrement dit, ces chèques qui ont été donnés aux ménages, alors on ne sait pas les arbitrages qu'ils vont faire entre de l'épargne, entre du désendettement, de la consommation et de la consommation de biens importés. Mais en tout cas, on le voit déjà, le déficit commercial se creuse. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un terreau, c'est peut-être là où ça peut modérer un peu la vision qu'on a, ça va entraîner tout le monde, et c'est vrai que tout le monde compte un peu sur ces plans américains pour être entraînés dans ce sillage, mais ça peut être aussi un terreau à du protectionnisme. Parce que quand on va voir le déficit américain, on savait bien que ça a été quand même la rengaine aussi de Donald Trump. Voilà, ça peut être aussi un terreau demain à se poser des questions plus protectionnistes. On marque, il y a le mot d'épargne qui a été prononcé par Isabelle. On va élaborer, on va creuser cette notion d'épargne, notamment à la suite de cette crise. On en parle aux États-Unis, on va en parler en France. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. On marque une courte pause, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Retour dans l'IT Smart. Merci de rester fidèle à l'émission jusque tard le soir. Faut-il arrêter d'épargner? C'est le thème de ce deuxième débat. On en parle ce soir. Pourquoi? Ce matin, l'INSEE a publié son enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages. Regardez le titre du communiqué de presse. En avril 2021, la confiance des ménages est stable. Donc voilà. RAS, rien n'a signalé. Mais à l'intérieur de cette enquête mensuelle de conjoncture, il y a plein de choses. On pose plein de questions aux ménages, notamment leur perspective, et notamment la perspective d'épargne. Alors, quand retient le directeur général de Rexecot ce matin, regardez son tweet, les ménages en France n'ont jamais été autant enclins à épargner et n'ont jamais eu autant de capacité à le faire. Rapidement, la courbe, on ne va pas zoomer dessus, mais en orange, c'est la capacité à épargner. En bleu, c'est l'opportunité d'épargner. Donc les deux sont orientés quand même très fortement à la hausse tous ces derniers mois. Ça fait allusion, ça nous fait parler à ces fameux 200 milliards quasiment de surépargne. Un autre commentaire, cette fois-ci de l'INSEE, commentaire précisé par Julien Pouget, qui est le responsable de la conjoncture à l'INSEE. Alors, en avril 2021, les ménages n'ont effectivement jamais été autant enclins à épargner, dans un contexte où beaucoup d'établissements sont fermés, enfin les commerces, logiquement, compte tenu des contraintes sanitaires. Mais, contrairement aux 2 premiers confinements, nous dit-il, le solde d'opinion sur l'opportunité de faire des achats importants augmente. Sous-entendu, voilà, il y a quand même moins un coup de massue. Le moral est quand même un peu là. En tout cas, les perspectives de consommation sont plus fortes. Alors, on est dans les conjoncturistes, là, on est dans l'analyse des courbes, etc. Mais bon, on est aussi un petit peu là pour ça. Alors, on va le faire aussi. C'est ce qu'on fait. Faut le faire aussi. Du coup, c'est l'occasion de revenir sur ces fameux 200 milliards de surépargne estimés d'ici à la fin de l'année. Et puis, alors, on en reparlera tout à l'heure des ministres de l'économie rapidement, mais globalement le discours, c'est qu'il faut utiliser cet argent, il faut le mettre dans la machine économique pour faire repartir, parce que 200 milliards, c'est même plus que le plan de relance qui est de 100 milliards sur 4 ans, 200 milliards, ils sont là. Ça s'ajoute à un stock, 200 milliards, c'est la surépargne récente. C'est la surépargne, c'est un flux. Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça d'épargner? On comprend pourquoi les Français épargnent, ils ont un manque en tout cas d'incertitude par rapport à l'avenir, on peut les comprendre. Est-ce que c'est si terrible que ça, d'un point de vue économique? C'est un peu votre métier, l'épargne. C'est un peu notre métier.
santé. Je vous lance tous les deux. C'est- Stéphane le premier. Pardon. Non, mais Stéphane, On va peut-être pas être d'accord sur la façon dont on traite l'épargne, parce que entre un cabinet de gestion indépendant et Une banque. on n'a pas les mêmes contraintes si vous vous échappez en termes de taille. Non, mais vous êtes Bon, non, tout à fait indépendant par rapport à votre... Là, et je serais très curieux d'avoir l'avis de Isabelle, parce qu'on le constate en vrai. Bon, moi je vous ai dit, quand on a parlé de ce sujet, là, Ouais, on a parlé déjà depuis 6 mois de ce sujet, bon, je vous ai dit, bon, il faut faire attention. Premier réflexe qu'on a tous eu, c'est, je résume, les bars et les restaurants, les cinémas sont fermés, les Français, ils dépensent moins. Voilà. Donc c'est une épargne forcée. Bon. Puis après, vous réfléchissez, vous dites, ok, mais cette épargne-là qui est forcée, c'est donc, elle n'est pas en constat avec leur épargne intelligente de retraite, leur épargne de précaution que tout Français normal est censé mettre, même s'il met 20 € par mois de côté. Bon. Mais on s'est rendu compte, les mois le premier, on a commandé des études et on s'est rendu compte que oui, mais l'épargne de précaution avait quand même augmenté de 20 ou 30%. Donc déjà, on parle du livret A, du LDD, enfin, ces trucs qui rapportent 0,5, mais vous pouvez les débloquer en 24 heures. Très liquide. Voilà. Et nous, on les conseille, il faut 3-4 mois de salaire annuel sur ces épargnes de précaution. C'est pas la peine d'aller plus, parce qu'après, derrière, vous avez des produits d'assurance vie qui sont parfaitement liquides. C'est juste une question de fiscalité qui vous fait sortir plutôt. Bon. Et puis après, moi, je me suis posé une deuxième question. Parce que je l'ai vécu. Et je prends des pincettes, parce qu'évidemment, ça n'est pas du tout arrivé au Crédit Agricole. C'est arrivé dans toutes les autres banques. Bon. On n'a pas beaucoup de clients. Et quand je dis beaucoup de clients, on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit que finalement, il y avait aussi une épargne. Elle se compte évidemment peut-être en 5% ces efforts d'épargne. Et ont été conseillés par les banquiers d'être mis sur les livrets, les LDD, les plans qui concernent les fonds propres de la banque aussi. Parce que la banque prêtait, la banque, elle avait aussi cette démarche et c'est parfaitement son droit. Donc je ne veux pas qu'on se méprenne. Les banquiers, on leur a demandé énormément d'efforts. PGE, c'était plutôt tranquille, mais surtout les renégociations de prêts à risque. Ils ont des entreprises. Ils ont pris leur risque quand même. Bon, à un moment donné, on a senti que le discours était aussi d'encourager les Français à épargner sur ce type de support qui renforce les fonds propres de l'établissement bancaire, parce que nous avons sur le dos une norme BAL 3 européenne. Les contraintes réglementaires que j'évoquais. C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que simplement dire à Madame Chombier, c'est bon, le resto est ouvert, vas-y. Parce qu'il va falloir lui expliquer. Maintenant, je vais citer Jean-Marc Daniel, que tout le monde connaît, qui est un économiste également, oui. Prof à Sciences Po, qui expliquera très brillamment que l'épargne et l'investissement, c'est la même chose, c'est une question de timing. Voilà. Le problème, pour répondre à votre question... I égale S, hein, on l'a appris. À un moment donné, en tout cas macroéconomiquement, ça doit être la même chose. Bon, là où je ne suis pas d'accord un peu avec Jean-Marc, c'est qu'il y a vraiment une différence dans le timing. Là, je le vis avec mes clients, moi. Bon. Donc en gestion de patrimoine, il y a une différence. Qu'ils épargnent, c'est moi le premier qui va leur dire oui, épargner, évidemment. C'est pour ça que j'ai posé la question. Faut-il arrêter d'épargner? Un type dans le métier, c'est l'épargne. Parce que je suis fair play gentleman, allez faire un peu au Crédit Agricole, mais venez surtout faire beaucoup chez Net Investissement. Donc l'épargne, oui. Mais nous, l'épargne, ça ne nous intéresse pas. Notre démarche, la démarche d'un banquier, c'est de transformer cette épargne en investissement. Voilà. Donc c'est ça, en fait, actuellement, la vraie question, c'est comment l'État, le pouvoir public, le banquier, le conseiller en gestion de patrimoine peut innover pour donner aux Français l'envie de transformer cette épargne en investissement, quel que soit le montant qui gardera. Oui, moi, dans ma question, je ne posais pas l'épargne d'investissement. Évidemment, il faut épargner pour investir. Je posais l'épargne à la consommation. Implicitement. Moi, je ne sais pas, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On a tous peut-être mis un peu d'argent de côté de façon accidentelle. La première chose qu'on va faire tous, enfin Guillaume, on est quand même tous des humains, on va tous préparer des vacances et on va aller se faire une bonne terrasse. En vrai, déjà c'est bien. C'est sûr. Isabelle, est-ce que vous n'êtes pas porte-parole du Crédit Agricole, vous êtes d'abord économiste. Voilà, est-ce qu'il faut... J'ai mis les pincettes. Est-ce que c'est si terrible que ça de voir une augmentation de l'épargne comme on l'observe? Non, mais je crois que ça a été très bien rappelé par Stéphane, c'est qu'il y a deux types d'épargne dans cette crise. Il y a une partie de l'épargne qui est une épargne involontaire, forcée, parce que vous ne pouviez pas consommer comme à votre habitude. Et donc, vous avez mis de côté de l'argent. Et on peut espérer que cette partie de l'épargne, elle revienne se déverser dans le circuit économique. Et ce qui va être important, c'est quand on aura levé l'hypothèque sanitaire, quand on aura un retour de la confiance, oui, les gens vont se remettre à consommer. On peut même espérer une sorte de boulimie, un peu de consommation en sortie de crise. Donc celle-là, mais on ne sait pas quelle est la proportion qui va être réinjectée. Cette dose qui va être réinjectée, est-ce que c'est 20%, 30%? Ça va être lissé dans le temps. Enfin, vraiment, on n'en sait rien. Mais à tout le moins, on peut se dire que cette épargne forcée, elle va à un moment donné ou à un autre être réinjectée dans le circuit économique. Et puis, effectivement, cette épargne de précaution qui s'est surajustée
rajouté dans un contexte économique, enfin sanitaire incertain, puis économique incertain, notamment compte tenu des perspectives en termes de taux de chômage qui sont encore incertaines. Et donc, effectivement, on a eu tendance à mettre un petit peu de réserve de côté pour parer l'éventualité de difficultés économiques à venir. Et enfin voilà. Mais après, je pense. Est-ce que cette épargne de précaution, elle est indexée sur la courbe de l'emploi, par exemple? On a vu dans le passé, à chaque crise, en effet, on a souvent ce comportement assez attentiste des ménages. Alors notamment, on l'a vu en 2008 avec la crise financière. On a ce comportement attentiste, ce comportement de précaution qui pousse les ménages. Alors sachant que c'est les ménages plutôt aisés. Puisque les autres ont plutôt une consommation contrainte. On dit qu'aujourd'hui, l'épargne, elle est concentrée, 70% de l'épargne, c'est les 10% des ménages les plus aisés. Donc il y a des effets de concentration. Mais il y a effectivement cette propension à l'attentisme ou à la prudence pendant les périodes de crise. Et puis, ce qui fait que cette épargne, elle se dégonfle, c'est si vous reprenez confiance en l'avenir. Et je crois qu'il y a peut-être aussi un élément qui joue dans cette crise en particulier. On voit bien que de manière concomitante, on a eu une remontée très forte des déficits publics et de l'endettement public. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de ménages qui se disent, mais à quelle sauce on va être mangé en sortie de crise? On nous dit pour le moment pas d'impôts, mais bon, c'est très bien la fin de l'histoire. Peut-être qu'on va... Donc, je préfère épargner ces impôts futurs, malgré le discours... et là qui est général, c'est général en France, mais c'est aussi en Europe, de se dire non, on n'a pas choisi la voie des augmentations pour résoudre les problématiques d'endettement, on fait le choix de la croissance, on a des politiques monétaires de planche à billets qui permettent de financer en partie ces déficits et ces dettes. Donc oui, malgré ce discours-là, je pense qu'il y a aussi ces petits effets liés à cette perspective de hausse d'impôts. Alors après, est-ce que c'est mauvais ? Je crois que moi, ce qui me dérange, c'est quand on dit souvent l'épargne, elle dort. Non, elle dort pas, qu'elle transite par les fonds d'investissement, qu'elle transite par les banques. Qu'elle soit, elle dort pas. Cette épargne, elle travaille. Oui. Vous l'avez très bien dit, c'est que cette épargne, elle a servi à financer les PGE, elle va aider à financer l'économie en sortie de crise. Donc non, elle ne dort pas. Quand elle est dans les fonds d'assurance vie, elle finance en partie l'État. Puisque les fonds euros investissent pas mal en dette publique française. Donc ça finance la dette de l'État. Et la dette de l'État, l'assurance vie, et c'est la dette de l'État qui finance tous ces plans, etc. Donc ça ne dort pas, ça continue de travailler. Est-ce que ça veut dire que proclamer comme ça, il faut que c'est 200 milliards, je pense toujours ce chiffre, parce qu'il d'abord c'est un chiffre rond, il a été évoqué, cette espèce de surépargne à la crise. Il faut absolument que cet argent soit mieux utilisé, que ce soit plus de l'épargne, qu'il rentre dans le circuit économique pour relancer le pays. Est-ce que c'est caricatural, illusoire, naïf, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, de bonnes raisons qui expliquent ce gros matelas? Pour le crédit agricole, puisqu'il a été parlé du crédit agricole, nous on fait tous les métiers au crédit agricole, puisqu'on est aussi gestionnaire d'actifs, on fait de l'assurance vie, etc. Et je peux vous dire que moi, ce qui m'est demandé souvent par les conseillers, les différentes entités, c'est comment on fait pour réorienter une partie de cette épargne, notamment dans des fonds d'investissement chez Amundi ou dans l'assurance vie, parce qu'aujourd'hui, les ménages, ont envie que cette épargne, je crois qu'ils sont vraiment avec cet aspect de prudence, rester sur des supports les plus liquides possibles. C'est donc naïf ou illusoire de penser, à date, que cet argent doit même être réinjecté dans l'économie. Mais elle va. Stéphane. Je ne vais pas me permettre, Guillaume, de vous dire que vous pensez que c'est naïf, que votre pensée est naïve, mais... non, c'est naïf de penser qu'il n'y a qu'une seule... Non, je parlais du ministre, moi. Alors on peut y aller. Alors, c'est très naïf, mais alors c'est à la limite d'être complètement... Bon, bref. On ne peut pas penser qu'il n'y aura qu'une seule voie, un seul tuyau. Enfin, je veux dire, j'ai un camarade qui a une entreprise qui est une fintech aussi, je peux citer, qui s'appelle Bien Prévoir. Et Vincent, qui est le patron de Bien Prévoir, a lancé l'idée, mais très naturelle, de dire peut-être qu'il faudrait changer le LDD ou le livret A, qui est censé financer le logement social, mais qui ne s'occupe plus, par un livret H. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'État devrait se mêler de capter de l'argent pour peut-être voir ce qui s'est passé dans notre système de santé. Donc un livret hôpital. Voilà. Bon, et moi, je sais que j'ai des clients, ils y vont parce qu'en fait, ils veulent du sens. Mais il y a plus ils veulent du sens, mais le livret hôpital, il va être investi comment? Et quel est le retour sur investissement du livret hôpital? Comme le livret A, du 0,5 machin. Mais ils sauront que l'argent va plus... le livret A, c'est pour financer de l'immobilier
grosso modo gérés par l'État. Oui, mais il y a des Voilà, logements même social, il y a des loyers. Donc on peut imaginer sociaux. un modèle qui fait que l'argent rapporte. Attends, L'hôpital, c'est moins évident. Je ne sais pas. Il faut réformer l'hôpital. Tiens, je vais vous... Non, mais je pense que c'est très important. Ce qui a mais- été dit, c'est que les épargnants sont aussi en quête de C'est pas sens. important. Non, oui, mais ça, non, mais c'est vrai. vous avez vu, On dit, il on a dit snobé les complètement. salariés sont en quête de sens. On dit les citoyens sont en quête de sens et ont besoin qu'on flèche davantage l'épargne par rapport aux grands enjeux sociétaux ou, Non, mais c'est ça. Donc il y a un nouveau environnementaux. produit d'épargne Donc il y a inventé peut-être des produits de la part des d'épargne pouvoirs publics. non plus fléchés. Non, ces produits d'épargne existent déjà. Il y a des fonds qui sont dédiés, enfin tous les fonds ESG qui sont Bien plus sûr, bien sûr. environnement, etc. Il y a déjà, mais je pense qu'il y aura de plus en plus d'attentes. Mais c'est moins grand sur public des qu'un livret produits- d'épargne type livret Voilà, A, hein, pour on peut reprendre avoir des l'exemple produits du livret d'épargne qui futur soient livret davantage H. fléchés par rapport aux attentes sociétales des épargnants. Vous savez ce qui marche beaucoup en ce moment, enfin en tout cas, alors c'est peut-être Net Investissement qui, comme c'est un acteur qui est présent sur la toile, c'est des gens qui viennent, quand ils viennent sur Google, taper des questions, de choses qu'ils ont lues ou entendues ailleurs. Mais nous, en ce moment, là, depuis le début de l'année, alors que l'année dernière, ça s'était complètement sclérosé. Les SCPI, le private equity immobilier, Ouais. les foncières, c'était complètement sclérosé parce qu'on avait peur que le télétravail devienne... Bon, et bien là, depuis le début de Il n'y l'année, a plus de bureaux, sur plus de centres commerciaux. 4 plus rien. mois de l'année, c'est le truc qui nous est le plus demandé. Et les gens sont hyper demandeurs. Mais attention, ils ne sont pas demandeurs des vieilles SCPI rassurantes, comme Rivoli Patrimoine de chez Amundi, pour citer le Crédit Agricole, ou d'autres comme Primo Pierre de chez Primonial, comme ça je sais qu'il faut citer, ouais, c'est obligé. Ils demandent des SCPI très nouvelles, qui sont sur la santé, des SCPI qui sont sur la logistique avec le dernier kilomètre pour Amazon. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, c'est l'orientation du Bah, l'innovation est sans limite, passera mais y par compris en termes de l'innovation. de- Et c'est pour ça que le livret H, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, je ne sais pas à quoi il a pensé, mais il y a sûrement un moyen, à un moment donné, de rendre rentable notre système de santé par des moyens divers et variés, j'en sais rien, des dons, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est donnons du sens à l'épargne et envoyons l'épargne d'un Français vers quelque chose qui lui plaît. Jusque-là, il a le livret A, le LDD, il sait pas ce que c'est, le PEL, ça ne sert plus à rien, et l'assurance vie, et c'est du fonds euro, dont il est convaincu qu'il est garanti qu'il ne lui arrivera rien. Ouais, il n'a pas compris Lehman Brothers, quoi. Et non, mais en vrai, il n'a pas compris, et il n'a pas compris AIG, qui était assureur que les Américains ont sauvé. Oui, on est un petit peu plus prudent dans les investissements en assurance vie, notamment dans les fonds euros. Normalement, Non, vous mais avez je parlais de Lehman Brothers, c'était une banque Oui. Une banque d'investissement. Non, mais quand vous discutez avec des clients, ce qu'il faut leur faire comprendre, que AIG, qui était un assureur, Oui. un très gros assureur, pouvait partir avec l'eau du bain en 2009 suite à la crise de 2008. Et là, s'il y a un AXA... Oui, mais ils avaient fait des investissements un petit peu risqués à l'époque. Ouais, Normalement, les fonds Ouais, mais euros sont l'assuré adossés. de base, il ne le savait pas. Enfin, Donc, non, mais sur les portefeuilles dans les fonds Ou euros, l'investisseur. généralement, vous, pour les fonds euros, vous mettez en face de l'obligataire, hein, et notamment de l'obligataire des obligations publiques. Donc, sauf à imaginer que l'État français fasse faillite, ce que je ne pense pas. À tout le moins, normalement, c'est... C'est juste pour vous taquiner, parce que je suis moi l'optimiste naïf du plateau en général, ou que l'Allemagne et la France Allez. arrêtent de s'entendre. Voilà. Voilà, Voilà. ça sera compliqué. on aura l'occasion de reparler Ouais. des épargnes. Allez, il nous reste 5 minutes. 2 petits sujets pour sourire, pour terminer l'émission. C'est l'after. Voilà, un sourire, je disais, pour terminer, sans méchanceté. Notre collègue, confrère, ami, concurrent, Marc Fiorentino, ce matin, dans sa newsletter, est allé regarder, à propos d'épargne, hein, on reste sur l'épargne, tiens, mais gentiment, il est allé regarder la déclaration de patrimoine du ministre, Bruno Le Maire. Maintenant, tout ça est très transparent, ça a été mis en ligne par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est la règle. Alors, c'est marrant, Bruno a 52 ans, voilà, il est marié, 4 enfants, régime de la communauté, revenu mensuel supérieur à 10 000 euros. Première constatation, il nous dit, voilà, patrimoine relativement modeste par rapport à ses revenus de 428 000 euros. Il n'a pas fait beaucoup d'économies, puisque ce monsieur a 22 ans, compte tenu, encore une fois, de son niveau de revenu, évidemment, c'est évidemment supérieur au patrimoine moyen des Français. Seulement, voilà, Fiorentino était regardé, il dit, il y a quoi dans ce patrimoine? Il y a 150 000 euros d'immobilier en nue propriété, on peut imaginer que c'est un héritage, et 228 000 euros en placement bancaire liquide, seulement 50 000 euros en biens mobiliers. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, par rapport à son discours justement d'investir. Un commentaire, vous auriez ce client-là, il fait pas suffisamment d'économies, il fait pas des bons placements. Alors il est politique, c'est pas facile peut-être d'acheter de l'action, hein, mais... Non, mais, d'abord, Il faut lui dire de venir voir Stéphane. Faut féliciter parce qu'il a quand même une diversification assez intéressante. Et surtout, je lui dirais, Bruno, quand tout ça sera fini, on va s'y pencher. Voilà. Pour l'instant, reste concentré sur ce que tu fais. Si tu as 230 000 euros
euros en liquidité, garde-les. Pour l'instant, c'est pas une urgence pour toi. Occupe-toi de ce que tu fais au quotidien. Voilà, C'est du matelas, c'est l'épargne de c'est précaution. l'épargne de précaution, et effectivement. Il Ensuite, a il va y peur voir que- Stéphane pour Comme tous les Français, il a peur de perdre diversifier son sur job. des supports, j'en profite, hein, des supports rémunérateurs. Comme tous les Français, il a un risque de perdre son job, ce monsieur. Donc effectivement, Et puis, il ne saura pas rebondir. voilà. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'était pour. Attends, On continue de sourire. Ceci dit, on ne sait pas, il a peut-être touché des droits d'auteur de son dernier livre. C'est en dehors des Là. droits d'auteur. Ah, c'est en dehors des droits C'est en d'auteur. dehors des droits Les droits d'auteur. d'auteur, mais il l'a mis dans les. Non, le patrimoine, c'est le patrimoine complet. Les revenus, c'est en dehors des droits d'auteur. Après, son patrimoine, oui, il écrit quand même. Il y a les revenus, Ouais, 10 000 justement, euros. peut-être Ils se vendent à peu près, donc il y a des droits d'auteur. dans Peut-être son- qu'il a touché oui. 100 000 balles de droits d'auteur qu'il n'a pas eu le temps de mettre ailleurs que sur ses livrets. C'est ça que je voulais juste dire. Je ne sais pas, j'ai pas Parce qu'il bosse. regardé le truc. Au service, au service du pays, évidemment. Allez, Voilà. un autre point pour rigoler ou pas, en tout cas sourire. Voilà, c'est Jean Castex, sur tous les fronts, il est promis, c'est normal. Hier soir, un tweet, aide au logement, santé, garantie jeune, aide directe ou aide à la mobilité en 5 minutes. Chacun peut accéder aux aides auxquelles il a droit. Cette plateforme, qui promeut une nouvelle plateforme, c'est le réseau de ceux qui n'en ont pas besoin d'être encardés pour trouver ce qu'on cherche. C'est notamment à destination des jeunes, mais pas que. Commentaire voilà, un petit peu ironique sur Twitter, ce pays où il y a tellement d'aides que l'État crée une application pour que les citoyens puissent s'y retrouver. Un commentaire? Moi, j'ai un commentaire, je l'ai essayé avec j'ai mis quelqu'un qui avait 20 ans. Avec un exemple type. Ouais, premier dans job, la- salaire SMIC, etc. Et en gros, locataire en colocation. Et en fait, le profil que j'ai choisi n'a pas droit à des aides complètement dingues, mais il y a des petits rappels d'aide sur les musées sont gratuits. Vous avez votre caution si vous avez besoin de changer d'appartement et que votre propriétaire vous demande, l'État, dans le cadre de la loi Allure, se porte caution. Ils peuvent aussi se porter caution ou même vous aider sur le dépôt de garantie. C'est des petites choses toutes bêtes. Donc vous vous dites quoi? C'est un pays merveilleux ou c'est un pays de dingue où il y a tellement d'aides qu'il faut une appli pour s'y retrouver? Je vous dis, là, j'ai pas pris le cas où si je me mets fondamentalement dans toutes les difficultés de la machine me choisit, je vais me retrouver avec la totalité des aides. Là, j'ai choisi quelqu'un de lambda. Déjà, quelqu'un de lambda, il a 3-4 trucs, il est peut-être pas au courant. C'est tout bête, mais moi, le premier truc que j'ai vu, ça m'a fait sourire. Mais oui, c'est vrai que j'avais oublié. Parce que En fait, c'est bien ce que vous... à moins de 26 ans, vous avez les musées sont gratuits. Oui, tous les moins de 26 ans, vraisemblablement. Mais les musées Vu la sont façon fermés. dont ils parlent français et ce qui les intéresse, dans la vie avec la télé-réalité, c'est qu'ils savent pas que c'est gratuit, les musées avant. Ils sont fermés, en ce moment. Vraiment une L'ironie. réaction, Isabelle, Je fais de pour l'ironie. terminer, entre le pays de cocagne, où effectivement... Non, mais je crois qu'on peut regarder. Et le pays sympathique, ou au contraire le pays un petit peu, voilà, peut-être too much. Non, mais on peut regarder le verre à moitié vide, dire bah oui, il y a un excès de bureaucratie et du coup, on est obligé de recourir à ce type d'appli pour. C'est pas encore une simplifier les intelligence choses. artificielle pour trouver. Pour l'instant, c'était Voilà. encore assez Mais basique. on peut regarder le verre à moitié plein. On est une espèce de guichet unique maintenant où on peut effectivement avoir, puisqu'on dit qu'il y a un certain nombre de citoyens qui ont normalement accès à un certain nombre d'aides et qui ne les demandent pas. Et ben voilà, ils ont un outil aujourd'hui à leur service. Et si j'ai réussi à m'en servir à 44 ans, je peux vous garantir que ce pourquoi c'est fait, c'est-à-dire les 18-35 ans, en gros, ils vont savoir s'en servir. Et c'est hyper bien que l'administration française, on pourra discuter après des aides qui sont peut-être trop nombreuses, mais là, en tout cas, l'outil fonctionne, il est ergonomique. Bravo pour ça, parce qu'en fait, je pense que c'est pour la cible des millennials. Et donc, ils ont trouvé un moyen de leur parler, plutôt que d'aller faire la queue pendant 2 plombes derrière un guichet où ils n'auront pas leur information. Donc, ils iront plus, et c'est comme ça qu'ils abandonnent, qu'ils vont plus voter. Voilà. Ça, c'est très bien. Bravo. Bravo. Super. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouve demain à la même heure. Ciao.